Bonjour Aude, Bonjour, j'espère que tu vas bien ça va très bien. et Oui, oui. merci de te joindre à moi aussitôt un mardi matin. En fait, je voulais te parler parce que dans Israël, depuis quelques jours, de nouveau, bombarde de façon constante et incessante la bande de Gaza. Des enfants meurent, des civils, beaucoup meurent, des centres médias sont bombardés, des écoles sont bombardées, des hôpitaux sont bombardés. Et tout ce qu'on entend dans les médias, c'est à cause des roquettes du Hamas. Alors, je voulais avant tout, évidemment, pas du tout faire la propagande du Hamas aujourd'hui, mais essayer d'expliquer déjà qu'est-ce qu'était le Hamas, c'est quoi le Hamas, parce que j'entends encore autour de moi, vu que les gens savent que je m'intéresse à la question palestinienne, on me demande, mais Franck, c'est quoi le Hamas? J'entends dire que c'est des terroristes, j'entends dire qu'ils se cachent derrière les civils pour envoyer des bombes. Qu'est-ce que c'est le Hamas? Tu as écrit un livre qui s'appelle Le Hamas au pouvoir et après. Donc je me disais que tu serais la personne parfaite pour répondre à mes questions. Et donc, je vais te poser une première question toute simple. C'est quoi le Hamas? Alors le Hamas, c'est un mouvement qui est né en 1987, en fait, d'une double opposition quelque part. C'est un mouvement qui est né contre l'évolution de Yasser Arafat et de son parti à l'époque, donc le leader du mouvement national palestinien et l'OLP, qui, dans la fin des années 70, début des années 80, a accepté le principe du partage de la terre avec Israël. Euh, et alors, il a fallu plusieurs années, hein, mais voilà, en 1989, a officialisé ce principe-là et ce but national. Et également le principe finalement de la diplomatie et des négociations diplomatiques avec Israël, alors que c'est l'OLP s'était construit sur la lutte armée et pour la proclamation d'un État palestinien, ou en tout cas le fait que l'ensemble de la Palestine, y compris donc ce qui est devenu Israël, appartiennent aux Palestiniens et soient dirigés par des populations et dirigeants arabes. Et donc, dans les années 80, l'OLP change de programme politique pour tout un tas de raisons, hein, prenant aussi en compte le rapport de force sur le terrain, et finit par accepter ce qui va être considéré par le Hamas, mais aussi par certains militants de l'OLP qui vont sortir de ce mouvement ou contester en interne cette évolution, va accepter ce principe donc de deux États sur un même territoire, l'État israélien, l'État de Palestine, et d'arriver à ce but d'un État palestinien reconnu par la communauté internationale par la voie de la diplomatie et des négociations de paix. Et d'où quelques années plus tard, la signature des accords de paix en 93. Et le Hamas, en fait, c'est un mouvement qui naît au moment de cette évolution, est vraiment contre cette évolution et va reprendre dans sa charte fondatrice le programme initial de l'OLP. Donc, dans la charte du Hamas en 87, on a un mouvement qui demande, qui continue la lutte armée, qui est sur le principe de la continuation de la lutte armée, avec l'idée qu'il n'y a pas de négociation possible avec Israël, et sur un programme qui veut la libération de toute la Palestine et le refus de l'État d'Israël. Il y a On insiste beaucoup sur la dimension religieuse du mouvement islamiste, du mouvement qui est présente dans la charte du Hamas. Mais fondamentalement, je crois qu'il faut voir le message politique et le positionnement de ce parti par rapport à une évolution de ce qu'était le mouvement nationaliste palestinien jusque-là. Et la deuxième raison qui conduit à l'émergence du Hamas, c'est une évolution pour le coup au sein des mouvements religieux musulmans en Palestine, la mouvance des frères musulmans qui est née dans les années 70, qui contribuait beaucoup à financer des réseaux caritatifs, notamment dans le domaine socio, éducatif, etc. Et qui, au moment de, pareil, milieu des années 80, alors qu'il y a la première intifada qui émerge en Palestine en 1987, c'était le premier soulèvement populaire palestinien contre l'occupation israélienne,
qui demande la fin de l'occupation, c'était ça le slogan de l'intifada, eh bien, ces dirigeants religieux issus des frères musulmans, certains d'entre eux vont dire on ne peut pas rester à l'écart de ce mouvement politique. Jusque-là, les frères musulmans, justement, s'engageaient dans le social. Israël les laissait faire, hein, d'ailleurs. Il y avait vraiment, parce que l'ennemi d'Israël à l'époque, c'était l'OLP. Donc, ils ont laissé se diffuser cette mouvance dans la bande de Gaza en particulier. Et ils se tenaient bien soigneusement à l'écart du politique. Et à partir de la première intifada, certains des leaders de cette mouvance se sont dit on ne peut pas rester à côté de ce mouvement qui est populaire et de cette revendication qui est portée, y compris dans les camps de réfugiés, jusque dans les classes moyennes, les instituteurs, les pharmaciens. Enfin, si on n'y prend pas part, alors on disparaît. Et donc certains ont fait le choix d'entrer en politique, d'où la création du Hamas en 87, mais vraiment quelques mois après le début de la première intifada, avec un programme politique. C'est une sortie de ce qu'ils étaient auparavant, c'est une mouvance à la fois religieuse et caritative. Voilà. Et l'entrée dans le politique avec la création du Hamas, donc, qui est effectivement une émanation des frères musulmans palestiniens. Voilà. Est-ce que on entend beaucoup, et on l'entend dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux, que Israël a créé le Hamas. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça, toi? Oui. Oui, enfin, je comprends cette affirmation et en même temps, non, enfin, historiquement, les frères musulmans, donc le Hamas est une émanation des frères musulmans. C'est un mouvement d'abord pas spécifiquement palestinien, hein, qui est né en Égypte, mais pour le coup proche de la bande de Gaza dans les années 20, qui a essaimé dans les années 40 dans l'ensemble du Moyen-Orient et quelque part bien antérieur à la création de l'État d'Israël, en tout cas de quelques années, et qui voilà, et un mouvement réformiste en fait de l'islam avec cette idée qui est née contre la présence européenne au Moyen-Orient, hein, avec l'idée aussi politique, hein, d'une contestation d'une occupation britannique et puis ensuite aussi française avec les mandats français en Syrie et au Liban, et avec cette idée que la présence des Occidentaux au Moyen-Orient ternit la culture politique des populations arabes, les éloigne de ce qui constitue leur identité. Et donc, c'est effectivement un mouvement politique qui est porté par des élites religieuses et qui vise à contester la présence étrangère, et y compris les intérêts économiques des Britanniques autour du canal de Suez, par exemple, etc. Donc, c'est pas un mouvement qui est historiquement tourné contre l'État d'Israël, ni même d'ailleurs contre le mouvement sioniste au départ et ce qui se passe en Palestine. Mais évidemment, à partir du moment où, notamment dans les années 20, 30, 40, il y a le mouvement sioniste qui achète des terres en Palestine, et où les premiers conflits communautaires entre populations juives et populations arabes en Palestine vont émerger, les frères musulmans vont aussi prendre part à ce discours de contestation contre un projet qui est vu comme étranger, exogène en fait à la société arabe locale. Voilà. Mais après, par rapport à ce discours, je comprends que il vise en fait à dire qu'Israël a laissé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a une part de vrai. Oui, c'est ce que je voulais t'amener à dire en fait. Oui. Voilà, à laisser les frères musulmans se diffuser dans la société palestinienne dans les années 70. Donc après la guerre des 6 jours et l'occupation par Israël de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Il y avait vraiment une politique israélienne de répression de toutes les associations, toutes les organisations de la société civile palestinienne qui, de près ou de loin, avaient un lien avec l'OLP. Donc les syndicats, par exemple, les chambres de commerce et d'industrie, tout ce qui structurait la société palestinienne. Bien sûr, les partis politiques qui étaient interdits, mais donc un vrai travail de sape, de chasse aux sorcières des militants politiques et des dirigeants associatifs de l'OLP. Mais ils ont laissé effectivement les frères musulmans s'occuper de ce qui était secteur éducatif notamment et de santé publique.
à la fois parce que quelque part, alors qu'ils étaient puissance occupante, hein, ils auraient dû s'occuper en droit international, la puissance qui occupe doit venir apporter des services à la population et que quelque part ça a un coût pour Israël et que c'était aussi une manière de déléguer cette charge financière à d'autres, sans le dire. Mais aussi parce que, encore une fois, à cette époque-là, l'ennemi d'Israël, c'était l'OLP, les terroristes, c'était l'OLP, c'était Yasser Arafat, et qu'il s'agissait, grâce à ce mouvement-là, de faire un contre-pouvoir à la puissance politique de l'OLP. Claire, ça, c'est vrai. Oui. Voilà, donc en gros, on peut évidemment pas dire que Israël a créé le Hamas, comme tu l'expliquais, c'est totalement faux. Par contre, le fait qu'Israël n'a pas vraiment freiné l'expansion du mouvement islamiste et a même, je crois, dans les années 70, soutenu financièrement des écoles, des centres sociaux, etc., de ce qui allait devenir le Hamas, ça, par contre, c'est la réalité. Et évidemment, c'était pour aussi diviser, pour mieux régner et contrer l'OLP sur place. Quelque chose d'autre qu'on entend beaucoup dans les médias, et bien sûr qui est répété, qui est amené par Israël, c'est que le Hamas veut la destruction du peuple juif. En gros, le Hamas, dans sa charte, on parle toujours de sa charte qui est là et on nous rabâche avec ça, que le Hamas veut la destruction, en gros veut jeter tous les juifs à la mer. Quelle est la réalité par rapport à ça? Alors, d'abord, il faut savoir qu'en 2017, et ça, peu de gens en parlent, mais en 2017, le Hamas a adopté un nouveau document qui remplace la charte fondatrice de 1987. 2017, c'est pas anodin, c'est 10 ans après la prise de pouvoir par le Hamas de la bande de Gaza, et c'est un petit peu un espèce de texte bilan aussi de 10 ans du Hamas au pouvoir par la direction même du Hamas et d'où on va. Dans ce document, pour le coup, ils sont extrêmement clairs parce que c'est aussi un document qui a vocation, donc bien sûr, à donner un cap politique à la population palestinienne, mais aussi justement à déminer toutes les attaques qui sont faites contre le Hamas. Du coup, ils sont extrêmement explicites sur le fait que leur projet politique n'est pas la destruction du peuple juif. Et d'ailleurs, ça l'a jamais été, même en 1987. Mais par contre, oui, en 87, contre l'État d'Israël en tant que mouvement sioniste, oui, c'est-à-dire un mouvement politique qui occupe une terre qu'ils considèrent comme leur, comme palestinienne, arabe, etc. Et aujourd'hui, ils sont encore plus, donc dans ce nouveau document de 2017, l'évolution par rapport à la charte fondatrice de 87, elle est sur leur position territoriale, c'est-à-dire que là, ils sont sur une position à deux États, c'est-à-dire qu'ils ne revendiquent plus ce qui est État d'Israël dans les frontières de 1948, reconnu par la communauté internationale. Donc, ils ne souhaitent plus en tout cas, c'est plus labellisé comme tel, destruction de l'État d'Israël. Mais par contre, ils ont très clairement un programme anti-colonisation et décolonisation de la Cisjordanie et la bande de Gaza, oui, et dans la totalité de l'entièreté de ce qui constitue la Cisjordanie et la bande de Gaza et bien sûr Jérusalem-Est. Et l'enjeu pour Israël, pour le Hamas, n'est plus tant Gaza, puisque depuis 2005, il n'y a plus de colons, même si à Gaza, il y a l'enjeu du blocus, et ça fait partie des points de souveraineté quand même, de contrôle des frontières par les Palestiniens qui est vraiment demandé de manière très récurrente par le Hamas. Mais il y a surtout l'enjeu de la colonisation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Et du coup, on comprend mieux aussi ce qui se trame, ce qui se joue aujourd'hui, parce que on focalise aujourd'hui beaucoup sur le Hamas et la bande de Gaza, mais l'étincelle, elle est partie de Jérusalem, elle est partie d'un activisme colon israélien à Jérusalem-Est, dans un quartier historique qui vraiment, il y avait les grandes familles de notables palestiniennes, dans la saisie de saison par ces colons. Et c'est ce contre quoi le Hamas se bat depuis sa fondation, mais voilà, encore plus dans les années récentes. Et ce combat-là, il est plus mené véritablement par l'OLP. Je sais pas ce que j'ai appuyé sur un bouton bizarre là. Je voulais aussi parler de quelque chose avec toi, c'était la réponse d'Israël au Hamas et donc le fait que Israël, historiquement, a aussi souvent assassiné, on va dire, les personnalités dites modérées
du Hamas, ce qui pourrait paraître illogique, parce que si on veut discuter avec quelqu'un, il vaut mieux qu'il soit assez modéré. Par exemple, il y a Rentisi qui avait été assassiné il y a des années. Donc, comment expliquer cette réponse d'Israël par rapport au Hamas et aux personnalités qui pourraient s'asseoir à table, disons, avec Israël? Oui. Ça, c'est vrai que c'est un peu une constante des différents gouvernements israéliens successifs. J'ai parlé de la branche un peu sociale, caritative du Hamas, qui est historique. La branche politique, un peu effectivement intellectuelle, avec des figures intellectuelles qui pensent en fait le programme politique, etc. Et c'est vrai que dès 1992, il y a eu une branche militaire au sein du Hamas, qu'on appelait Brigade Ezdim al-Qassam, mais comme dans tout mouvement politique, il y a des tensions, ou en tout cas des rapports de force entre ces trois branches-là. Et selon l'avancée du processus de paix, quand il y avait négociations dans la décennie 90-2000, la branche politique, quand les négociations avançaient, prenait le pas sur la branche militaire, et puis quand ça capotait ou était dans l'impasse, c'était la branche militaire qui reprenait un peu le dessus sur la branche politique. Mais Israël, quelque part, a effectivement toujours tendu à mettre en difficulté les dirigeants politiques du mouvement, et y compris effectivement en assassinant quelque part les figures pensantes du mouvement pour ne laisser plus que sur le devant de la scène des plus jeunes et effectivement qui étaient dans des logiques de vengeance militaire, mais qui n'avaient pas comme ça la capacité ou la volonté de penser l'avenir du mouvement. Ouais, tout à fait. C'est aussi pour justifier leur discours de « nous n'avons pas d'interlocuteur palestinien », qu'ils ont joué d'ailleurs avec l'OLP et Yasser Arafat, et que du coup, comme il n'y a pas d'interlocuteur palestinien digne de ce nom, ça ne sert à rien de s'asseoir même autour d'une même table, puisqu'on ne sait pas avec qui s'asseoir et discuter. J'ai encore deux questions pour toi. La première, c'est, on parle souvent du Hamas qui se sert de la population de Gaza comme bouclier humain. Voilà, qu'est-ce que tu répondrais à ça en fait? Oui, ça paraît quand même une attaque totalement, j'ai envie de dire, farfelue. Il faut bien voir que la bande de Gaza, c'est d'abord une zone extrêmement dense, avec une population très jeune. Et quelque part, le Hamas n'a pas besoin de se protéger, ou de mettre en avant sa population pour protéger ses hommes. C'est la population de la bande de Gaza qui, tout entière, quelque part, conteste son blocus depuis 10 ans, le fait qu'ils ne peuvent pas sortir de la bande de Gaza pour poursuivre des études, aller travailler. Donc, ils n'ont pas grand-chose à faire pour que la population tout entière se rebelle contre la politique israélienne. Quand bien même ils n'ont plus justement les moyens d'aller voir ce qui se passe en Cisjordanie et d'être témoins de la colonisation rampante. Mais j'ai envie de dire qu'en Cisjordanie, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire la population, elle voit la présence de l'armée, la présence des colons, la colonisation rampante. Voilà, c'est des situations où il y a pas trop besoin quelque part de mobiliser ou pour employer les termes de beaucoup de journalistes, d'endoctriner les enfants pour que la population soit de son côté. J'ai envie de dire que le Hamas est porté par une population qui ne vit qu'une situation d'injustice. Et comme tu le disais, de toute façon, il est impossible à Gaza de ne pas être au milieu de la population, puisque c'est un des territoires les plus densément peuplés au monde. Tout à fait. C'est ce qui explique le nombre de morts. Oui. Je veux dire, Israël ne peut pas faire, entre guillemets, une guerre propre à Gaza, même s'il le voulait. C'est une des raisons pour lesquelles l'État israélien s'est désengagé de la bande de Gaza en 2005. Leur occupation était trop coûteuse, non pas tant financièrement que humainement pour eux. Parce qu'il leur était très très difficile de contrôler justement cette portion qui est pourtant petite du territoire
voilà, parce qu'ils étaient de partout, voilà, il y avait des Palestiniens, donc ils ne pouvaient pas utiliser les mêmes techniques, en fait, de contrôle des militants qu'en Cisjordanie. Merci. Et donc, ma dernière question, c'est donc pour toi, est-ce que l'existence du Hamas justifie les actions qu'entreprend Israël en ce moment à Gaza? Puisque c'est ce qu'on nous dit dans tous les médias et ce que les gouvernements nous répètent, Israël a le droit de se défendre. S'il n'y avait pas le Hamas, tout irait bien, en gros. Tu as répété que le Hamas est créé en 87. La Nakba et donc la dispossession de la Palestine, le nettoyage ethnique a commencé en 48. Il y a eu déjà la guerre de 67, bien avant le Hamas. Mais donc voilà la question, est-ce que le Hamas, à lui tout seul, peut justifier le bombardement non-stop de civils, d'enfants, de femmes, d'hommes à Gaza? Ah non, mais rien, de toute façon, ne peut justifier ce type de politique qui est quand même contraire totalement au droit international. Et encore une fois, c'est la situation d'occupation et de colonisation qui continue, qui explique la, la révolte du Hamas, mais aussi de l'ensemble de la population. Hein. Donc, c'est une situation d'injustice, mais qui est causée par la politique israélienne et devant laquelle la communauté internationale est bien sourde ou se détourne, ferme les yeux. Donc, il y a une responsabilité internationale terrible devant cette situation. Et plus on attend, moins il y a de solutions. Et donc là, aujourd'hui, la communauté internationale est en train de constater que la solution à deux États n'est presque plus tenable sur le terrain parce que justement, il y a trop de colonies en Cisjordanie. Mais qui a laissé faire? La colonisation a progressé bien plus depuis la signature des accords de paix qu'avant. Il faut quand même se poser des questions. Donc, non, non. Et en plus, c'est aussi une manière tenir ce discours, c'est une manière de dire que le Hamas n'évolue pas. Et comme si, voilà, de rattacher le Hamas à ce qu'il avait été en 1987. Or, j'ai rappelé le contexte de naissance. Il y avait aussi une logorée politique très spécifique, à la fois dans les mouvements islamistes de l'époque, mais aussi, si on reprend les textes de l'OLP des années 70-80, voilà, avec des envolées, entre guillemets, marxistes, léninistes, qui aujourd'hui paraissent obsolètes, démodés, et n'ont plus sens. Mais vraiment, si on prend la déclaration de principe de 2017 du Hamas, c'est un mouvement qui est aujourd'hui désormais pour la solution à deux États. Donc voilà, partons de là. Voilà, c'est une manière de défausser voilà, de pas pointer du doigt les vraies responsabilités, voilà, de mon point de vue. Hein. Merci. Oui, oui, je pense que c'était très éclairant tout ça. J'espère vraiment que les gens vont, parce que la propagande des médias dominants et des gouvernements est vraiment terrible. Encore une fois, il n'est pas question de défendre le Hamas parce que ce qui se passe aussi à Gaza, ça pourrait vraiment mieux se passer. Disons, le Hamas Oui, pourrait oui. gouverner de meilleure façon. Mais en tout cas, c'est juste contre cette propagande qui, du coup, renforce le fait que les punitions collectives, donc en droit international, le collective punishment qu'Israël est en train de faire à Gaza, sont complètement en violation du droit international. C'est des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et si on expliquait ça je veux dire, si on disait à quelqu'un dans la rue, écoute, dans ton village de 5000 habitants, il y a un violeur en série ou un tueur en série, du coup, on va raser tout le village. Okay. Tout le monde dirait, mais c'est complètement absurde. Pourtant, c'est ce qui se passe à Gaza. Je veux dire, donc voilà, c'est vraiment pour ça que je voulais te parler et tu nous as très éclairé sur ce sujet. Donc merci encore, Aude.